Bonjour, merci de patienter. Je suis Yves Labeu. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Les slides sont d'Attention Legal Partners, aussi bien de ma collègue Catherine que de moi-même. Et avant d'aborder les thèmes, je voudrais aborder deux aspects pratiques. Tout d'abord, les slides et l'enregistrement, donc le voice-over du PowerPoint, seront mis à disposition des participants. Et évidemment, il y aura aussi moyen de poser des questions vers la fin de l'exposé. Alors, ici, il s'agit donc de l'optimisation sociale, de socio-fiscale des salaires. Donc, c'est un thème sur lequel on peut aisément remplir toute une journée, mais il n'y a qu'une heure qui nous est consacrée. Donc, dans ce sens, on a dû faire certains choix quant au thème à aborder. Et tout d'abord, les deux premiers thèmes sont assez actuels puisqu'on est confronté avec plus du travail à domicile que jamais à cause de la pandémie Corona. Et bon, ces deux premiers thèmes touchent au télétravail, le home office, mais c'est tout de même notre conviction que ce phénomène-là va au fait se produire aussi dans le futur, que c'est un phénomène qui aura plutôt tendance à rester. Et puis, on va s'attarder à l'IP Reward, ce sont les droits d'auteur. Bien évidemment, le point 4, c'est une chose qui est toujours intéressante, ce sont les avantages liés aux résultats. Puis, un petit rappel à la possibilité des parents. Et les thèmes 6 et 7 sont de la main de Catherine Ness. Donc, voilà les thèmes qu'on va aborder. Mais avant d'entrer en la matière, je vous propose de commencer avec une petite devinette. Ma question, c'est de quel produit ceci pourrait être la taxation? Ce qu'on voit, c'est un prix total. C'est la partie du produit. On voit aussi qu'il y a une très grande proportion d'impôts. Il y a 79% qui va vers l'État. Pourquoi? À cause de la TVA, à cause des assises. Vous voyez TVA, vous voyez assises. Peut-être que ça vous fait penser au carburant. Ce n'est pas le cas. Au fait, il s'agit ici d'un paquet de cigarettes. L'État prend 79% et tout le monde trouve ça normal. Pourquoi? Le but, c'est au fait de désencourager de fumer et donc on trouve normal qu'il y ait tellement d'impôts. Alors ma question c'est, est-ce que le travail est un produit toxique? J'espère que non. Constat, cependant, l'État prend environ 68% de cotisations ONSS et d'impôts sur tous les bonus, les commissions, les primes additionnelles. Donc, plus que jamais, je crois qu'il est nécessaire d'avoir recours à l'optimisation des salaires. Et, comme on a annoncé tout d'abord, le télétravail. Il y a donc une possibilité de rembourser des frais de bureau. Aussi bien le fisc que l'ONSS acceptent qu'on rembourse ça d'une façon forfaitaire. Et ce montant qui est exonéré, qui est donc net-net, est souvent indexé, la dernière fois en avril. Donc, il y a moyen de payer par mois 129,48 €. C'est-à-dire, pour autant, que les travailleurs font au moins une partie de leur travail à domicile. C'est censé couvrir le chauffage, l'électricité, du petit matériel de bureau. Mais il faut qu'on satisfait à la règle que ça doit être structurel et régulier. On a interrogé l'ONSS, puisque ça ne se trouve pas dans leur instruction. Ils ont précisé que la notion structurelle et régulière veut dire ou bien une semaine complète par mois,
ou 1 jour par semaine, ou 2 heures par jour. Et puis, au fait, le fisc aussi, il s'est aligné sur le point de vue de l'ONSS et accepte désormais aussi le même montant maximal par mois. C'est même le cas que le service Ruling met disponible sur son site un modèle pour faire la demande des frais de bureau pour qu'ils soient exonérés. Mais la condition structurelle et régulière est légèrement différente auprès du fisc, dans le sens qu'ils disent qu'il faut qu'on effectue au moins 5 jours de travail par mois. Notez que 5 jours de travail par mois, c'est un peu la même chose qu'une semaine complète par mois, comme le dit l'ONSS. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces frais de bureau ne sont pas incorporés les coûts d'Internet. En effet, on en parlera plus tard, mais les coûts Internet, la mise à disposition d'un abonnement Internet, on peut le payer ensemble avec les frais de bureau. Donc les deux en parallèle. Et puis, donc, constat que les derniers mois, les gens travaillent encore plus à la maison. Donc, on a posé d'autres questions à l'ONSS qui vont encore plus loin que les frais de bureau. Une première question qu'on a posée, donc c'est un fait, c'est sur un écran supplémentaire. Beaucoup de gens, les derniers temps, travaillent à domicile. Souvent, c'est sur des laptops, ce sont tout de même des petits écrans pour y travailler toute une journée. Donc, on a posé la question, entre autres, à l'ONSS pour voir, tiens, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre à disposition ou de rembourser les frais d'un écran plus grand, supplémentaire pour le bureau à domicile. Et l'ONSS a précisé que quand on met ce matériel à disposition du travailleur, que ça ne sera pas considéré comme un avantage en nature, et c'est cela même. Donc, on tolère au fait un usage privé minimal. Donc, pas de soumission aux cotisations ONSS. Et ça vaut aussi bien quand on met l'écran à disposition, donc qu'il reste au fait la propriété temporairement de l'employeur, mais aussi quand c'est le travailleur qui est amené à encourir des frais professionnels et que c'est l'employeur qui les rembourse. Là aussi, l'ONSS accepte que c'est dû au télétravail et que tous les coûts qui sont liés à l'ordinateur et les autres outils pour pouvoir bien travailler ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Ils ont bien précisé que pour cette exonération, il est nécessaire que c'est un écran assez normal, donc pas un écran qui serait gigantique pour de la télé ou pour du gaming. Mais donc, on accepte qu'il n'y a pas de cotisation ONSS. Une autre question qu'on a posée, c'est l'équipement de bureau pour le bureau à domicile. Par exemple, on pourrait ou bien rembourser ou plutôt mettre à disposition des armoires, des meubles bureaux, des chaises de bureau. Et là, l'ONSS accepte que 50% est censé être professionnel et l'autre partie est censée être privée. Mais très récemment, on a eu un autre avis aussi de l'ONSS où ils ont parlé de 80%. Et là, on doit encore confronter ces deux avis, donc à suivre. Ici aussi, l'ONSS a dit, écoutez, c'est possible, mais il ne faut pas que ce soit des bureaux design, des bureaux de luxe, mais des bureaux comme on les a aussi au bureau, au travail. Donc, c'est tout de même important parce qu'on pense tout de même que le télétravail va durer peut-être plus longtemps qu'on pense. Voilà. Et puis, il est un fait que souvent, les gens qui peuvent faire une différence dans l'entreprise sont les gens qui sont un peu plus innovants ou créatifs. Et là, il y a moyen de les récompenser d'une façon efficace. C'est le IP Reward.
IP, l'abréviation de Intellectual Property, disons les droits d'auteur. Les droits d'auteur sont au fait des droits pour ce qu'on nomme des œuvres protégées par les droits d'auteur. Mais en fait, on va voir que tout le monde crée des choses dans le contrat de travail. Et tout ce qu'on crée est censé être la propriété de l'entreprise. Vous pouvez regarder dans votre contrat de travail, vous allez le voir, il est fort probable qu'il y ait un passage qui dit que ces œuvres, pour ainsi dire, sont la propriété de l'entreprise. Cependant, on n'a jamais stipulé que pour cela, on donnerait une indemnité complémentaire. Pourtant, on pourrait payer de l'IP Rewards. Et c'est très avantageux. Naturellement, en principe, on pourrait le payer en plus, mais c'est très rare qu'on voit ça. Et c'est ce qui le rend intéressant, dans le sens qu'il est très bien possible qu'un IP Reward soit octroyé en échange de salaire. C'est un mini plan cafétéria, pour ainsi dire. Donc, sous neutralité budgétaire, il y a moyen de diminuer le salaire brut annuel et de donner, si les conditions sont réunies, un IP Reward des droits d'auteur, tout en créant un pouvoir d'achat additionnel. Alors, il est vrai que c'est un thème qu'on voit déjà quelques années plus tôt dans les médias, mais c'est possible pour plus de monde que dans les médias. En fait, ce qui est nécessaire, c'est un IP mapping, c'est au fait mettre en carte dans l'entreprise, dans les départements, fonction par fonction, qui rentrerait en ligne de compte ou pas, et pour quelle proportion de l'activité. Et vous pouvez ici lire ici une liste, elle n'est pas limitative, des professions qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je tire votre attention, notamment, puisqu'on le voit de plus en plus dans le IT, sur les développeurs de logiciels, où je tiens à remarquer que là, il ne peut pas s'agir d'une simple implémentation du logiciel, d'un software standard, non. Il doit s'agir un peu plus de choses qui sont créatives, innovantes, du sur-mesure au fait. Alors, il y a beaucoup d'avantages. En premier lieu, pour le collaborateur, puisque là, il a moyen de donner un pouvoir d'achat additionnel. Et pour l'employeur, c'est possible en toute neutralité budgétaire, voire même, parfois, on le verra tantôt, parfois, il a même moyen de créer une certaine épargne. Et naturellement, on voit aussi que ça commence certainement dans l'IT à être un élément concurrentiel pour attirer du personnel, pour les apprécier, pour les motiver, pour les retenir, et donc aussi pour le employer branding, le marquage de l'employeur. Naturellement, il faut qu'on satisfait à tous les aspects juridiques, notamment en premier lieu le droit de travail. En principe, les droits d'auteur ne sont pas considérés comme du salaire. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que sur les droits de travail, en principe, on ne paye pas du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, et que ça ne fait pas partie non plus de la base de l'indemnité de licenciement. Je dis bien en principe, ce qui veut dire qu'il y a une exception. En effet, il y a des sortes de IP Reward. Et là où il s'agirait de logiciels, bases de données, dessins, modèles, là, dans ces cas, c'est du salaire. Et dans ces cas, il faut payer du pécule, de la prime de fin d'année, etc. Ça, pour l'aspect droit de travail. Puis, avant 2016, c'était même exonéré
de cotisation de sécurité sociale, mais depuis 2016, il n'y a plus de doute, il faut payer de la sécurité sociale sur les IP Rewards. Donc, ça veut dire au fait que le travailleur conserve sa sécurité sociale. En principe, on a vu que ça peut être autrement, en principe, c'est le même coût pour l'employeur. Alors, tout l'avantage, et c'est un grand avantage, est lié aux aspects fiscaux. Aspects fiscaux, ce n'est pas une obligation légale, mais il serait désirable, il serait très judicieux d'avoir recours à un ruling fiscal. Parce qu'au fait, le fisc va se poser deux questions. Le fisc va vérifier, est-ce qu'il s'agit bien vraiment d'une œuvre protégée? Donc, ils vont se poser la question, est-ce que c'est innovant? Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est une activité créative? Est-ce que ça ne reste pas dans la phase de la théorie? Est-ce que vraiment, c'est sous forme concrète, on peut le diffuser au public? Ça, c'est la première question qu'ils vont se poser. Et puis, il faut naturellement pouvoir démontrer que les revenus qu'on reçoit, puisqu'on a cédé ces droits patrimoniaux sur le travail qu'on a effectué pour l'employeur. Et quel est le régime fiscal? Eh bien, au fait, ce qui est attractif, c'est que ce n'est pas considéré fiscalement comme du revenu professionnel, c'est considéré comme du revenu mobilier. OK, il y a un maximum de 62 000, à vrai dire, je ne l'ai jamais vu passer. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le brut, il y a 13,07 d'ONSS, puis il y a l'imposable, et là, il y a un tarif préférentiel de 15%. Ça déjà, c'est intéressant. En plus, ces 15% ne sont calculés qu'après une tranche de frais forfaitaires de 50% qui n'est donc pas taxée. On voit souvent que cette tranche de 50% s'applique puisqu'elle ne court que jusqu'à 16 560. Si quelqu'un a plus de droits d'auteur sur base annuelle que 16 000, par exemple entre 16 000 et 33 000, alors il y a même encore une tranche additionnelle qui est exonérée, donc sur laquelle il ne faut pas payer ces 15%. Mais bon, souvent, on a donc la tranche de 50% qui est exonérée. Donc, 15% de précompte professionnel après une exonération de 50% nous mène à une pression fiscale que de 7,5%. Comparons avec les tranches marginales qui commencent bien trop tôt en Belgique, 53,5%, 48,15%, vous avez déjà compris quel est au fait l'avantage. Mais bon, ça c'est la théorie. Les chiffres disent plus que les mots. Donc, exemple concret, quelqu'un qui aujourd'hui aurait un salaire mensuel, un brut contractuel de 4 000 €. Et si toutes les conditions sont réunies, on va convenir avec cette personne en toute liberté et mettons que l'IP Reward, que cette personne aurait droit à 20%, qu'il y a un ruling, on va repartir ces 4 000 entre le salaire mensuel restant de 3 200 et bien sûr les 20% qui deviennent des droits d'auteur. Ici, c'est un exemple sur base annuelle avec l'impôt des personnes physiques. Donc à votre gauche, vous voyez l'image avant qu'on accorde de l'IP Reward. Donc on part d'un brut de 55 680. Je vous épargne les détails, mais constat, cette personne n'a un net que de 32 000 et demi. À la droite, on voit donc la ventilation entre un salaire brut de 3 200
et 800 IP Rewards. Donc, le coût pour l'employeur reste 4 000 plus l'ONSS dans les deux cas de figure. Et dans la colonne tout à fait à droite, on voit aussi que sur cet IP Reward, dans cet exemple, il y a 1 de la prime de fin d'année, 2 du pécule de vacances. Ces deux ne donnent pas lieu à ce régime favorable, mais c'est donc la colonne du milieu à droite qui montre que l'IP Reward est taxé d'une façon très favorable et que l'ensemble nous mène non pas à un net annuel de 32 500, mais 36 120, ce qui veut dire qu'en chiffre absolu, c'est un pouvoir d'achat extra de 3 500 € ou une augmentation de presque 11% sous neutralité budgétaire. Donc, naturellement, très intéressant si les conditions sont réunies. La CCT 90, c'est un des moyens pour optimiser les bonus, les primes, etc. Et comme on dit en anglais, c'est un no-brainer. En effet, on peut être très créatif à ce niveau-là. Ce sont les avantages non récurrents liés au résultat. Donc, le mot le dit déjà, c'est non récurrent, on n'y est pas lié à tout jamais. Les avantages doivent être liés aux résultats de l'entreprise. Ça veut dire, ou bien c'est vraiment pour toute l'entreprise, mais ça peut très bien être aussi pour les travailleurs qui sont bien définis, un groupe bien défini, un team. Donc pas à la tête du client, un groupe qui est défendable à l'externe, un groupe qui est équitable en interne, un groupe bien défini. Un groupe qu'on va définir, pas n'importe comment, pas de toute façon, non, ça doit être des critères objectifs. Et la loi utilise beaucoup de mots pour nous expliquer que le lien entre l'obtention et le paiement doit être très clair. Ces objectifs doivent être collectifs, clairement balissables, transparents, définissables, mesurables, vérifiables. Attention, ici, ça ne sert pas à récompenser des objectifs individuels. Pour cela, on a d'autres moyens. On en touchera un mot tantôt. Et la loi dit aussi, attention, ça doit être ambitieux. Ambitieux dans le sens qu'il ne peut pas être manifestement clair que sans ces stimulus, les avantages auraient aussi été obtenus. L'introduction, là on peut vous aider pour l'introduire, doit se faire ou bien par un acte d'adhésion, c'est une possibilité. Cependant, là où il s'agit d'une population couverte par une délégation syndicale, dans ce cas, on n'a pas de choix. Ce n'est pas une acte d'adhésion, c'est une CCT. Et bien sûr, la CCT, l'acte d'adhésion, sont accompagnés d'un plan d'octroi avec des mentions obligatoires, une procédure en deux phases. Je vous épargne les détails, on peut vous guider. Ce qui est très important, c'est le moment où on l'introduit. D'ailleurs, la période sur laquelle on mesure si certains objectifs ont été atteints ou pas pour pouvoir récompenser doit courir au moins sur 3 mois. Et, attention, il y a une légère rétroactivité de maximum 1/3. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez l'intention de l'introduire pour les 6 derniers mois de cette année-ci, eh bien, notez qu'il faut être prêt au dernier jour d'1/3 de ce semestre, notamment au plus tard le 31 août. Mettons que vous voulez mesurer si certains objectifs sont atteints en 2021 pour pouvoir payer peut-être en 2022, alors il faut être prêt au 30 avril, notamment le dernier jour d'1/3 de la période. Alors, quand on paye les avantages toute nature, tout l'avantage se trouve dans le fiscal. Le maximum qu'on peut accorder cette année-ci, chaque année il y a une indexation, c'est 3 413. Et au-delà, il faut payer une cotisation patronale de 33%.
Il y a aussi sur le brut, lieu de retenir une cotisation personnelle de 13,07, donc 3413 fois 13 moins 13,07 font un montant de 2968 et ce montant est exonéré d'impôt. Donc, si on veut octroyer à quelqu'un un brut de 100, il faut tout d'abord qu'on dépense 133, mais c'est fiscalement déductible. Ce qui veut dire qu'en épargnant 25% d'impôt des sociétés, les 100 ne vous coûtent que presque 100, 99,75 pour être plus précis. Alors, présentons-le dans les chiffres. Avec 3413 de maximum, cette personne aura en poche un net de 2967. Au fait, c'est presque 104% de plus en net que le même budget qui serait utilisé pour un bonus classique. Donc, c'est très avantageux et c'est déjà avantageux comme tel. Ça veut dire qu'on a peut-être droit, s'il y a obtention, au paiement, mais qu'il n'y a pas de droit dérivé. Ça ne donne pas lieu à du pécule de vacances, la prime de fin d'année. Ça ne se trouve pas dans la base de calcul non plus d'une indemnité de dédit. Il est aussi important de signaler qu'on peut payer, par exemple, dans des actions, ça doit être en espèces, et intéressant, puisqu'on a tout de même déjà des années de modération salariale, eh bien, ce thème-là ne tombe pas sous la modération salariale. Les derniers temps, il nous parvient, par les temps qui courent, des questions quant aux modifications d'un plan qui aurait déjà été introduit. Comment le modifier? Eh bien, il faut voir tout d'abord si ça a été introduit par CCT, à la gauche, ou à la droite par acte d'adhésion. Si ça a été introduit par CCT, il faut déjà qu'une procédure déviante, une procédure spécifique, aurait déjà été inscrite dès le début dans la CCT pour pouvoir plus aisément l'adapter. Si par contre, c'est introduit par une acte d'adhésion, en principe, il faut parcourir tout le processus, le même processus pour le modifier. Sauf, ça veut dire que ça pourrait devenir plus intéressant dans le futur de le prévoir dès le début, sauf quand, dans l'acte d'adhésion, on a déjà prévu auparavant quelle serait cette procédure dérogatoire pour apporter des modifications qu'il faut naturellement porter à connaissance, des participants, c'est logique, et aussi du SPF et TCS. Voilà. Ce qu'on vient de voir, c'est un des moyens pour optimiser les bonus. Il y a naturellement aussi les primes bénéficiaires, mais tous ceux sont plutôt collectifs ou team. Alors, je tiens tout de même à vous rappeler que pour les bonus individuels, on a aussi moyen d'avoir recours au warrant. Et là, je réfère, et vous pouvez même, en cliquant, revoir ce webinaire et aussi un accès sur plus d'informations sur les warrants sur notre site web. Voilà. Passons alors à le travail de ma collègue Catherine Ness, et c'est la rémunération flexible, les plans cafétéria, ce qui au fait est très intéressant puisqu'on va aller rémunérer sous neutralité budgétaire, voire même faire une épargne. On peut faire ça d'une façon attractive et surtout ce n'est pas, comme on dit en anglais, du one size fits all. On peut donc organiser des choix de rémunération flexibles qui conviennent à toutes les personnes concernées. Tout d'abord, un petit aperçu de les avantages les plus courants qu'on voit maintenant dans les plans cafétéria, les plans flex. Il y en a même plus, ça accroît de temps en temps,
mais ce sont les thèmes les plus importants. Alors, revenons un peu plus loin dans ces thèmes. Et tout d'abord, quels sont les avantages qu'on voit maintenant en entreprise qui sont utilisés le plus, qui sont les plus attrayants? Ça dépend au fait de la manière dont on le regarde. Tout d'abord, il y a les thèmes qui touchent à miser sur l'augmentation directe des revenus. Et là, vous voyez que dans les boules oranges sur le fond, le carré en vert clair, qu'il s'agit là notamment des parents, comme on vient d'annoncer, de la prise à charge du troisième pilier, de la mise à disposition de l'Internet, les assurances hospitalisation, et puis une chose qui est en train de boomer, les soins ambulatoires. Donc ça mise sur l'augmentation directe du net. Puis, il y a le volet financier, et là, je vais aborder deux thèmes. Tout d'abord, il y a moyen que l'employeur prenne en charge le troisième pilier de pension. Vous savez que tôt ou tard, vous aussi, vous payez peut-être 980 € pour l'épargne pension. Eh bien, et pour pouvoir payer ces 980 €, il ne faut pas voir qu'on ait une prime de 2000, puisqu'on doit le payer de son net. Eh bien, ici, il a moyen de le payer avec des moyens de l'employeur. Au fait, l'employeur va prendre à charge une dépense qui est une dépense privée. Vous allez maintenir votre épargne à l'impôt des personnes physiques, tout comme vous l'avez payé vous-même. Au fait, vous allez tout d'abord le payer à la banque, et c'est sur base du certificat de l'attestation fiscale de la banque que l'employeur va vous le rembourser. Ce remboursement donnera lieu au précompte professionnel sur l'avantage de toute nature, et au fait, à l'employeur, ça ne coûte que la dépense plus uniquement 8,86% de cotisation spécifique d'ONSS. Je ne dis pas que c'est l'avantage le plus avantageux de tous ceux qui existent, cependant, constat, il est souvent utilisé. Un avantage qui est bien plus avantageux, c'est la prise à charge par l'employeur de cotisations d'hospitalisation ou de soins ambulatoires. Et ça, aussi bien pour le travailleur que pour tous les membres de la famille qui habitent sous le même toit. Alors pourquoi est-ce que c'est extrêmement avantageux? Parce qu'il y a exonération de cotisation ONSS, bien sûr, évidemment, patronale que personnelle. Il n'y a pas d'impôt non plus. Le seul désavantage relatif, c'est que ce n'est pas déductible pour l'employeur, c'est une dépense de l'organisme. Il y a une très bonne proportion entre le coût brut et le net. Puis, il y a le volet financier de, par exemple, l'Internet. Il y a aussi des warrants, mais là, on a déjà touché un mot sur les warrants la fois passée. Mais ce qui est souvent utilisé aussi, c'est que l'employeur met à disposition la condition Internet, connexion Internet plutôt. C'est-à-dire qu'il doit exister un contrat tripartite entre l'entreprise et le provider, un contrat, et puis un contrat entre le provider et le travailleur. Donc, au lieu de payer l'Internet de sa propre poche, ce qui souvent coûte 40-45, c'est bien trop cher en Belgique, au fait, l'employeur peut prendre ça à charge, mettre à disposition, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas cotiser et payer des impôts sur l'avantage réel, mais uniquement sur 60 €
par an, comprenez 5 € par mois. Alors, il y a aussi des avantages qui sont liés au télétravail. On a déjà parlé de l'Internet, bien sûr, et on a aussi dit, écoutez, à côté de l'indemnité bureau, il y a une possibilité de mettre à disposition l'Internet, mais presque dans tous les plans flex, on voit aussi la mise à disposition, avec donc une possibilité de l'acquérir par après à un prix assez faible avec des moyens propres. Donc, on voit la mise à disposition des appareils TIC, donc on veut dire aussi bien des laptops, des ordinateurs, des GSM, des smartphones et des accessoires, etc. Là, tout d'abord, je vous rappelle que la taxation des multimédias, donc ce que je viens d'énumérer, est très favorable puisque aussi bien l'ONSS que le fisc ne taxent pas la réalité, mais un forfait qui est très faible, qui est souvent de 3 ou de 6 € par mois. Donc là, c'est déjà intéressant en soi, mais en sachant qu'on peut le combiner avec ce qu'on a dit tout au début, aussi des écrans plus grands, des écrans supplémentaires, ça le rend encore plus intéressant. Et surtout aussi le fait que si on paye déjà ce faible avantage de toute nature sur le ICT ou mobile device, sur l'aspect principal, alors tout ce qui est accessoire, comme des imprimantes, etc., ne doit pas être taxé additionnellement, c'est déjà considéré comme faisant partie de l'avantage de toute nature, le faible avantage de toute nature qui s'applique déjà sur la multimédia. Il y a aussi des thèmes qui visent plutôt à faciliter la mobilité. Il y en a, comme vous le voyez à la gauche, beaucoup, mais on voit certainement les 3 dernières années, pour ne pas dire vraiment la dernière année, que la mise à disposition des vélos, de bicyclettes d'entreprise, plus exactement, que c'est vraiment en train de boomer. Et dans les voitures, on voit aussi que la politique a plutôt tendance à long terme de désencourager les diesels, voire même les voitures avec de l'essence, et qu'on est tôt ou tard, mais ça commence déjà, en train de promouvoir tout ce qui est électrique. Donc, parcourons ces 2 thèmes-là. Tout d'abord, le leasing vélo, pour ainsi dire. Ça pourrait être à l'achat par l'entreprise, ça ne se pratique pas beaucoup. Un leasing financier en théorie, mais plutôt, c'est souvent du leasing opérationnel. Et là, c'est extrêmement avantageux, dans le sens qu'on peut mettre à disposition une bicyclette d'entreprise. C'est 100% déductible pour l'entreprise. Et il faut justement que le travailleur parcourt au moins partiellement son domicile de travail avec une bicyclette d'entreprise. Pour ainsi faire, on prévoit donc des déclarations sur honneur. Donc, une partie du trajet domicile-travail suffit. Cette partie pourrait être exprimée en distance. Par exemple, on prend le vélo pour aller vers la gare et puis vélo pliant par exemple, mais ça pourrait aussi être une partie de l'année. Et dès qu'on parcourt du domicile-travail, on accepte qu'il y ait aussi du privé sans que ça donne lieu à l'avantage de toute nature. Il n'y a donc ni de l'ONSS, ni du précompte, et c'est entièrement déductible. En plus, à la fin de la période leasing, qui souvent s'étend sur 36 mois, il y a moyen de reprendre avec ses propres moyens nets la valeur résiduelle qui est assez faible et de devenir finalement propriété de ce vélo. Alors, comme je viens de dire, les derniers temps,
il y a donc souvent des intentions politiques de promouvoir encore plus tout ce qui est électrique ou hybride. Ici, ce qu'on montre ici ne sont pas encore les voitures hybrides. Vu la tendance, il y a déjà des projets de loi où apparemment la politique attend donc un modal shift vers la voiture électrique. Il est important de voir dans votre plan, dans votre car policy, si tôt ou tard, il ne faut pas envisager de faire ce pas vers la voiture électrique. Et j'avoue, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de voitures électriques qui sont encore fort coûteuses, mais il y a, les derniers temps, de plus en plus de firmes qui produisent des autos, des voitures, et qui rendent tout de même cela un peu plus moins cher. En tout cas, la fiscalité va déjà faire de sorte que, au moins du côté légal, ça devient plus attractif, dans le sens qu'il y a une déductibilité à 100% qui n'existe pas pour les voitures à un autre carburant. La cotisation patronale CO2 est la minimale et l'avantage toute nature est aussi le minimum de 1360 par année. Et on peut même combiner la mise à disposition d'une voiture électrique avec une borne de recharge à domicile. Donc, deux choses. Un, le fait que, l'employeur va aller placer cette borne de recharge à domicile. Deux, le fait qu'on peut donc prendre de l'électricité avec cette borne de recharge. Ces deux choses, aussi bien l'ONSS que le fisc acceptent que ce n'est pas taxé, et ça va même si loin que même si après 48 mois, cette borne électrique serait donnée gratuitement, laissée comme si c'est la propriété du travailleur, que ce n'est pas soumis et taxé non plus. Voilà pour tout ce qui touche au plan cafétéria. Donc, pour rappel, c'est une possibilité en toute neutralité budgétaire de prévoir des choix qui sont donc plus attrayants pour les travailleurs. Mais je dis en neutralité budgétaire, il est même possible qu'on ait une certaine épargne, puisqu'on n'est pas obligé d'accorder l'entièreté de l'ONSS patronale qui grève normalement le salaire, le bonus. Non, on pourrait même utiliser une partie de l'épargne des charges patronales pour financer l'introduction du plan cafétéria, et on peut vous aider pour chiffrer tout cela. Une autre chose qui devient de plus en plus importante, vu aussi la concurrence sur le marché pour recevoir des nouveaux employés, c'est le Total Reward Statement. Vous connaissez le proverbe, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la rue. En effet, souvent, vos travailleurs ne sont pas trop conscients de tous les avantages qu'ils ont dans l'entreprise. Ils ont plutôt tendance à le sous-estimer. Raison d'autant plus d'être transparent et de les sensibiliser. Il ne faut pas toujours prévoir et donner en plus. Il faut prévoir peut-être déjà d'emblée, prévoir qu'ils soient conscients de ce qu'ils ont. Et là, on a un outil par lequel on peut organiser cela. Et notez, et je trouve ça un point fort important, que ce n'est pas une application avec une photo à un certain moment. Ce n'est pas figé. C'est vraiment une application dynamique. Donc, chaque fois qu'il y a une modification dans les salaires, ce schéma, ce reward statement sera adapté. Il vous montre donc tout d'abord en grande ligne la composition de la structure du salaire, aussi bien le salaire
normal que tout ce qui est rémunération variable, les différentes assurances, les différents avantages. Il y a tellement en Belgique des avantages qui sont taxés différemment, les vacances, etc. Donc ici, tout d'abord, il y a un aperçu général et cette vue, on peut l'avoir pour différentes périodes, mais on a donc aussi un aperçu qui est plutôt en détail. On peut cliquer sur tous les éléments et voir encore plus en détail, tiens, qu'est-ce que ça signifie? On pourrait même y lier des liens Internet, des polices, etc. Et à chaque moment, et pas uniquement une fois par année, le travailleur peut clairement voir, tiens, qu'est-ce qui est mis à ma disposition. Voilà déjà le dernier slide. Il est évident que maintenant, il y a la possibilité de nous poser des questions. Sachez aussi que ma collègue Catherine et moi-même sont également aussi disponibles. Bonjour à tous. Yves, je vois qu'il y a déjà deux demandes concernant l'IP Rewards et les frais forfaitaires. Ok, oui. Merci de m'en avertir. Je vais ouvrir un peu mon écran que je vois plus clairement. Donc, les questions qui sont plutôt sur le reward statement ou les plans cafétéria, c'est plutôt pour ma collègue Catherine. Mais donc, en effet, une question ici. Peut-on combiner les IP rewards et les réductions R&D? C'est d'ailleurs une très bonne question. Pourquoi? Un, on peut les combiner. Deux, il faut être conscient d'une chose. Vous savez que les réductions R&D, pour les chercheurs scientifiques, que, au fait, c'est calculé sur 80% du précompte professionnel. OK? Et dans l'IP Reward, c'est clair qu'il y a bien plus du net du pouvoir d'achat pour les travailleurs. Or, on rentre une partie du salaire, on change la nature, donc ce n'est plus du revenu professionnel, comprenez plus du précompte professionnel sur une partie, non, ça devient des revenus mobiliers, ce qui veut dire qu'on perd légèrement sur les réductions R&D. Mais bon, le but c'est aussi qu'on attire les gens et qu'on peut les retenir. Une autre question, quelqu'un demande, tiens, si on octroie des frais forfaitaires à un cadre, peut-on ajouter un abonnement Internet, une indemnité de travail à domicile? Oui, bien sûr. Il faut juste faire attention qu'on ne rembourse pas de deux façons. Ce que je veux dire, c'est ou bien on va mettre à disposition une connexion Internet, et comme on l'a dit, même si ça rapporte 40, 45 d'épargne, il suffit qu'on ait un avantage toute nature de 5 €. Donc, bien on va mettre à disposition, ou bien on va donc rembourser les frais Internet, la partie professionnelle. Et là, aussi bien l'ONSS que le FIS acceptent que c'est 20 € par mois. Alors, quelqu'un demande est-ce qu'il est possible d'avoir la présentation par mail? Tout au début, on a dit, écoutez, aussi bien les slides que la vidéo, donc le voice-over, seront envoyés aux participants. Je vais regarder s'il y a encore d'autres questions qui restent en suspens. Pour l'instant, je ne sais pas si ma collègue en voit encore d'autres. Moi, je crois avoir répondu aux questions. Je ne vois plus de questions, Yves. Plus de questions? Ok, je regarde un peu l'heure. En principe, on a encore 9 minutes. J'attends encore un peu s'il y a encore des questions qui nous viendront ou s'il y a des gens qui veulent encore prendre le temps pour poser des questions. S'il n'y en a plus, je vérifie une deuxième fois. OK. Alors, je tiens tout de même à rappeler, attendez,
Je dois, oui, petit instant. Voilà, je tiens tout de même à vous rappeler qu'on a encore prévu, mes collègues ont encore prévu un nouveau séminaire le 30 juin. Malheureusement, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre après que le chômage temporaire finisse dans quelques temps, notamment les licenciements en période de corona. Donc aussi un webinaire gratuit le 30 juin et vous trouvez ici aussi le lien pour vous inscrire. Voilà, ça c'est déjà le dernier slide. Naturellement, il me reste à vous remercier pour votre attention et je jette encore un dernier petit coup d'œil aux questions. Permettez-moi pour voir s'il n'y en a pas d'autres qu'on aurait oublié. Non, non, pas de questions additionnelles. Tu confirmes aussi, Catherine, qu'il n'en a plus? Oui, pas de questions additionnelles, non. Plus de questions additionnelles. OK, eh bien, je vous remercie pour votre attention et bonne journée et je dirais à la prochaine. Au revoir. Au revoir.